Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. C'est un scénario noir qui n'était pas censé se réaliser avant 25 ans. Souvenez-vous de l'enfer prédit par Evelyne Delia en 2050. À l'époque, cette météo futuriste semblait alarmiste. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Regardez la carte du jour. L'avenir est déjà là et un avenir déjà très sombre. Nous allons vous expliquer ce soir pourquoi la quasi-totalité de la France plonge dans une chaleur étouffante avec des températures allant jusqu'à 40 degrés et qui risquent de grimper encore dans les prochaines 48 heures. 16 départements viennent d'être placés en vigilance rouge à partir de 6 heures demain matin. Qu'est-ce que ce dôme de chaleur qui fait s'affoler le mercure? C'est ce que nous verrons avec la spécialiste incontestée de la météo, Evelyne Delia, carte et chiffres à l'appui, qui nous rejoindra devant le grand écran dans un instant. Cette vague de chaleur due au dérèglement climatique rend les canicules plus intenses, plus fréquentes. Conséquence, la France est forcée de s'adapter à marche forcée. Plus de 200 écoles fermées partiellement ou totalement. Et la centrale nucléaire dans le Tarn-et-Garonne a mis son seul réacteur actif à l'arrêt depuis hier soir. Sommes-nous prêts à affronter une vague de chaleur inédite ? Comment oublier la canicule effroyable de 2003 qui a fait plus de 5000 morts en Ile-de-France et 3 fois plus, souvenez-vous, au niveau national. On n'a rien appris du Covid, déplore le médecin urgentiste Christophe Prudhomme qui rappelle que l'hôpital a encore moins de lits l'été. Canicule record, a-t-on tiré les leçons de 2003 ? C'est la question du grand dossier ce soir. Partons tout de suite retrouver l'une de nos équipes sur le terrain, Brandon Warret et Gaspard Bunuel. Vous êtes à Rennes. Bonsoir Brandon. Montrez-nous l'impact de la canicule là où vous vous trouvez. Une chaleur suffocante depuis ce matin. Alors on déambule dans les rues de Rennes avec Gaspard Bunel et on voit les habitants en train de quitter les rues les plus ensoleillées à la recherche de la fraîcheur. Là nous sommes sur la rue principale de Rennes et surtout la plus chaude. Alors il n'y a pas de végétalisation et justement pour y remédier, en 2023 la municipalité a mis en place, regardez ce dispositif, ce ciel coloré, ce sont des lamelles en PVC qui flottent de différentes couleurs. Et on a testé parce que ça permet de réduire jusqu'à 5 degrés la température. On sent cette chaleur beaucoup moins suffocante et elle permet aux habitants justement de rechercher un peu plus de fraîcheur. On voit des habitants qui quittent les rues adjacentes pour se retrouver à cet endroit précis. Il faut savoir que les parcs et les jardins de la capitale bretonne resteront ouverts une partie de la nuit pour justement permettre aux habitants de trouver un peu plus d'îlots de fraîcheur. Juste en face de nous, vous avez bien la place de la mairie qui est déserte par rapport à ce soleil qui est très imposant depuis ce matin. Alors une question se pose, eh bien les records de température vont-ils être battus? Il y a 2 ans, en 2023, il faisait 37,9 degrés, c'était le record pour un mois de juin et le mercure qui va grimper aujourd'hui jusqu'à 37 degrés. Merci beaucoup Brandon Warret avec Gaspard Bunel depuis Rennes. Allons plus loin dans le grand dossier et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Evelyne Delia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service météo TF1 LCI, la reine incontestée des questions météorologiques et on a besoin évidemment de vos enseignements ce soir, c'est très précieux. Jean-Louis Etienne, bonsoir. Vous êtes médecin, explorateur, grand spécialiste évidemment des questions du climat. Guillaume Roquette, bonsoir. Vous dirigez la rédaction du Figaro Magazine. C'est du jamais vu à ce stade de l'année. 16 départements en vigilance rouge dès demain matin 6 heures. Regardez la carte. Le record de 76 a été battu. À l'époque, il n'y avait eu que 9 jours au-dessus des 30 degrés. Pour le mois de juin de cette année, eh bien, c'est 13 jours au-dessus des 30 degrés. Evelyne Delia, pourquoi ce nombre est important? On peut se dire, plus de jours à 30 degrés, bon, ben, c'est la chaleur qui est de plus en plus forte. Est-ce que c'est vraiment grave?
Oui, c'est grave parce que c'est de la chaleur qui s'accumule et c'est très difficile pour nos organismes de supporter un nombre important de jours de canicule sans pouvoir un peu souffler, si j'ose dire. Et on s'aperçoit que finalement ces phénomènes sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Et ça, c'est aussi dû, avec ces températures exceptionnelles, au réchauffement climatique et cette masse d'air qui se réchauffe au fil des jours. Alors la quasi-totalité de la France, on le voit sur cette carte, plonge dans une chaleur étouffante avec des températures allant jusqu'à 40 degrés et qui risquent de grimper encore dans les prochaines 48 heures. On peut regarder ensemble cette carte. Ça, c'est la carte d'aujourd'hui, oui. La carte de demain et du lendemain. On voit que les zones rouges s'étendent. On en parlait pour préparer cette émission, Evelyne. Là, on a 16 départements en vigilance rouge. Justement, parce qu'on s'aperçoit que demain, ça va être globalement pour la France la journée la plus chaude. En revanche, après-demain, à partir de mercredi, ça va commencer à baisser dans le sud-ouest, un peu, mais que justement, c'est dans les régions centrales, et c'est pour ça qu'elles ont été mises en vigilance rouge, une vigilance qui courra à partir de demain, 16h, parce que cela va durer plusieurs jours. Et donc, ça veut dire quoi, une vigilance canicule? C'est un minimum 3 jours consécutifs durant lesquels les températures de la journée ne descendent pas au-dessus d'un certain niveau. Et aussi la nuit. Et là, actuellement, les nuits sont très chaudes et c'est pour ça qu'on est vraiment en vigilance canicule. Jean-Louis Etienne, canicule, sécheresse, est-ce qu'il faut que la France accepte qu'à court et à moyen terme, on va devoir s'habituer à des conditions extrêmes? La France, et plus que la France, j'étais ce week-end à Francfort, je peux vous dire que ils sont très, 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 très chauds, c'est la même chose. Et Evelyne a prononcé un nom important, l'accumulation. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent à mettre la main sur le sol, sur la route, sur le trottoir. C'est un chauffage très fort, presque beaucoup plus fort que les chauffages qu'on a en hiver. Et rien ne va changer, c'est cette accumulation. Donc il y a une souffrance beaucoup plus importante en milieu urbain, parce que toutes ces routes-là, tous ces corps noirs recapturent. Et c'est pour ça que durant la nuit, cette chaleur ressort et assure une température bien au-delà de normal. Un autre chiffre, celui qui était à Rennes, ils étaient? Oui, ils étaient à Rennes, exactement. Il a parlé de 37. Mais 37, si vous voulez, c'est la température normale du corps. Et il est évident que dès qu'on commence à être au-delà de la température centrale du corps, on commence à être en difficulté de santé potentielle. Et Guillaume, François Bayrou appelle à la plus grande prudence. Il a même reporté un déplacement pour suivre l'évolution de la canicule, j'ai envie de dire presque minute par minute. Preuve que, si ce n'est l'heure est grave, que l'heure est très sérieuse. Oui, c'est vrai. Et Bruno Retailleau aussi, le ministre de l'Intérieur, a réuni une cellule de crise pour prendre des décisions d'urgence. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de phénomène se reproduit de plus en plus souvent. Et la question, moi je suis ni médecin ni spécialiste de la météo, donc je me mets un peu journaliste politique, je me dis, est-ce que la société française va changer à la lumière de ces épisodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus élevés? Ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, il y a une sorte de dichotomie. Les Français voient bien qu'il fait chaud, mais pour autant, ils ne changent pas vraiment leurs habitudes de vie. Ils ne privilégient pas les élus écologistes qui sont supposés être les militants de cette cause-là. Donc c'est vraiment intéressant, même d'un point de vue politique, ce qui est en train de se passer. Oui, d'un point de vue politique et sociétal, et nous sommes évidemment tous concernés ce soir. Alors comment expliquer une telle vague de chaleur? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Evelyne. Cartes et chiffres à l'appui devant le grand écran. Suivez-moi, Evelyne. Je vous suis. On se souvient évidemment, comme hier, de l'enfer que vous aviez prédit en 2050. À l'époque, cette météo futuriste semblait alarmiste. Regardons ensemble votre bulletin météo. Madame
monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. Evelyne, on voit aujourd'hui qu'on n'est plus du tout dans la fiction. C'est la réalité quand on compare. Et c'est la réalité. Enfin, c'était une fiction pour 2050. Et on a largement déjà dépassé ces températures. On a eu, alors c'était, si j'ose dire, presque un anniversaire, le 28 juin 2019, température absolue, il n'avait jamais fait aussi chaud en France, avec 46 degrés, c'était à Vérargues, dans l'Hérault. Donc là, on avait déjà pulvérisé ces prévisions qui étaient pour 2050. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, Evelyne ? Complètement. Ça, c'est la carte que nous avons pour demain. Ça, c'est la carte de température que nous avons pour demain après-midi. Quand on la compare avec celle qui était prévue pour 2050, on s'aperçoit qu'on n'est pas si loin que ça. Et même, regardez, du côté de Nantes, 30 degrés, on trouvait que c'était déjà beaucoup. Oui. 36 de prévu demain, 34. D'ailleurs, ce que disent les prévisionnistes, c'est que la différence de température sera beaucoup plus importante sur les régions de l'Ouest que sur les régions de l'Est, certainement. L'augmentation des températures. Tout le monde est concerné, hein. On le voit bien, la quasi-totalité de la France. Alors, la question que l'on se pose, évidemment, Evelyne, c'est comment, évidemment, expliquer cette vague de chaleur ? Qu'est-ce qui fait grimper le mercure à ce point ? On parle beaucoup du dôme de chaleur. Tout à fait. Alors, le dôme de chaleur, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Alors, regardez, ça, c'est la carte réelle que nous a envoyé Météo France, la carte des masses d'air d'aujourd'hui. On voit très bien en rouge où est l'air chaud sur une bonne partie de l'Europe et tout autour cet air froid. C'est-à-dire que l'on a actuellement ce qu'on appelle une goutte froide, c'est-à-dire une dépression sur l'Atlantique, mais aussi sur le nord de l'Europe. Et donc, tout ceci bloque l'anticyclone que l'on a actuellement. Donc, l'anticyclone complètement bloqué, ça veut dire qu'on a de la chaleur qui continue à remonter sans cesse par le sud et qui s'amoncelle. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme dans une pompe à vélo. Quand vous, après, il y a une pression qui se forme avec cet air qui s'accumule et qui devient de plus en plus chaud. Donc c'est exactement le même principe que ce dôme de chaleur, cette chaleur qui ne peut pas s'évacuer, elle est bloquée de part et d'autre. Et c'est ce que nous disait Jean-Louis Etienne hein, quand il parlait du sol. On peut le voir avec notre autre graphique. Hein. Le sol, il est extrêmement brûlant avec cet effet justement de ce dôme de chaleur que l'on voit ici. Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que l'air chaud monte toujours, sauf qu'il est bloqué en altitude, et donc c'est une accumulation de cet air qui arrive en permanence, et qui n'arrive pas à s'échapper. Merci beaucoup, Evelyne. Vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat parce que je pense à tous ceux qui nous regardent et qui peuvent se dire, Jean-Louis Etienne, que ce dérèglement climatique il n'est pas forcément dû à l'action humaine, que c'est cyclique. C'est des questions qui se posent encore aujourd'hui et j'aimerais qu'on y réponde encore ce soir. Oui, mais c'est cyclique à une échelle très courte. Et si vous regardez sur le réchauffement climatique depuis longtemps, il y a une accumulation. On a toujours cru qu'on pouvait tout envoyer nos émissions dans l'atmosphère, que c'était tellement géant que ça partait dans le cosmos. Ben non, ça reste là, à 10 km à peu près, dans la troposphère, et ce CO2 s'accumule et tisse une serre, et ça reste là. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Là, moi, je le dis, la Terre, elle a une fièvre chronique. C'est le médecin qui vous parle. Et on va vers de la dérégulation, on va vers des complications qui ne vont pas s'arrêter. On n'a pas de pompe à CO2 pour aspirer le gaz carbonique qu'on a envoyé de l'atmosphère. Il n'y a que la nature qui peut le recapturer. Donc c'est un phénomène qui est en route à l'échelle planétaire, si vous voulez. La France fait partie des pays qui subissent, effectivement. Et avant, on disait, tiens, cette année, on n'a pas trop dépensé d'énergie parce qu'il n'a pas fait trop froid cet hiver.
Mais l'évolution, ça va être, on va dépenser beaucoup d'énergie parce qu'il va faire très chaud l'été, que ça va devenir invivable et on va passer vers une consommation énergétique pour compenser cet excès de chaleur. Donc on est dans un phénomène, c'est très simple, il faut limiter, mais à l'échelle planétaire, les émissions de CO2. Il y a des pays émergents sur lesquels on n'avait pas trop compté au début, mais qui sont devenus des gros consommateurs, effectivement, et des gros émetteurs aussi. C'est quelque chose à l'échelle planétaire, chacun pays doit faire ce qu'il faut, et la France aussi, bien sûr. Eh bien justement, la France, pour répondre à ce que disait Guillaume, parce que le constat, il est implacable, hein, on l'a vu encore avec Evelyne à l'instant, mais est-ce que nous, chaque individu, on est prêt à faire ce qu'il faut, à faire les sacrifices pour limiter les dégâts, si je puis dire? Alors moi, je ne parlerai pas de sacrifices, parce que ça ne marche pas, les sacrifices. Marche pas les sacrifices. Ce que je fais dans une conférence, par exemple, on me pose la question, et vous trouvez qu'ils en font assez? Sous-entendu les autres, bien sûr. Et vous? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je dis, soyez des investisseurs de la solution. Vous avez une maison, mettez des panneaux solaires sur le toit, ils ne sont pas chers aujourd'hui, c'est vrai, ils sont efficaces, on va tous avoir une petite voiture électrique. Vous allez faire le plein avec le soleil, il y a du fun, non, je veux dire. Et puis, au lieu de mettre l'argent à la caisse d'épargne, ils ne vont pas m'aimer la caisse d'épargne, mais soyez des investisseurs placés. Mardi, vous regardez la météo, il va faire soleil, vous faites la lessive le mardi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moyen de devenir des acteurs de la solution. Bien sûr, limiter le plus possible les consommations énergétiques, mais ça on le sait depuis longtemps. Mais entraîner une population à devenir des acteurs de la solution, ça passe par une pédagogie simple. Mais est-ce qu'elle est faite, justement, Jean-Louis Etienne? On a l'impression qu'on est toujours en train d'opposer l'écologie à l'économie, à la fin du monde, aux fins de mois. Oui, mais ça, c'est de la politique, ça. Si vous voulez, si on veut limiter les émissions de CO2, si vous voulez, je suis le tronc, si vous voulez, des émissions, des émissions gaz, charbon, pétrole, les fossiles. Je représente les fossiles. Vous voyez, donc c'est ça qui nous... Si on veut supprimer, il faut passer des énergies de stock, il faut supprimer cette énergie de stock et passer à des énergies de flux. Le flux, c'est l'électricité. C'est soit avec des énergies renouvelables, faible intensité, il faut stocker, etc. Sinon, il faut passer à l'hyperdensité énergétique. Il n'y a pas d'autre solution. E égale MC2, si vous voulez. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse de la matière, et C, c'est la célérité, la vitesse de la lumière. C'est l'énergie nucléaire. On est là-dedans depuis 60-70 ans, si vous voulez. Politiquement, c'est infréquentable, le nucléaire. On en a fait une bombe, Hiroshima et Nagasaki, et regardez, à l'heure actuelle, il n'y a pas une émission politique sans qu'il y en ait un qui sort sa bombe destruction massive. C'est infréquentable, alors que si on en avait fait une ressource d'énergie vraiment décarbonée, avec toute notre intelligence, parce qu'on est plein d'intelligence, mais on est des mutants surdoués. On saurait aujourd'hui, avec des voitures et une pastille de plutonium comme ça, si on n'en avait pas fait, si vous voulez, ce problème-là. Guillaume, je vous vois réagir, allez-y. Oui, et on va reparler du nucléaire en plus. Je suis assez d'accord avec ça, mais et pour ça, on aurait pu commencer par ne pas fermer la centrale de Fessenheim. Oui, le problème, c'est que l'écologie, alors on n'est pas ici dans une émission politique ni polémique, mais c'est, à mon avis, en quelque sorte fourvoyé en faisant du nucléaire une énergie néfaste, alors même qu'elle a un avantage majeur, c'est qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Ouais. Le cas absolu, c'est celui de l'Allemagne, où Madame Merkel a décidé de fermer tout le programme nucléaire allemand, et moyennant quoi, comme les éoliennes, ça suffit pas, eh ben, jamais l'Allemagne a autant pollué avec des centrales thermiques qui elles, sont fortement émettrices. Je pense qu'il y a eu de la pédagogie sur ce sujet, mais pourtant les Français résistent. On le voit bien avec ce qu'on a appelé les ZFE, zones à faible émission. Oui. Vous savez, ces villes, ces centres-villes qui sont interdits aux voitures anciennes, celles qui polluent trop. Bon, ben, les Français ont dit, mais laissez-nous vivre. Je pense qu'il y a le sentiment, et à mon avis, malheureusement, il n'est pas complètement faux, que de toute façon, nous, Français, on ne peut rien faire. Et c'est pas faux, pourquoi? Parce qu'on est déjà vertueux. Avec le nucléaire, on fait partie des gens qui émettons le moins de gaz à effet de serre. On représente 0,8% de la totalité. Oui. Et donc les Français se disent, ok, on va encore nous demander des efforts, on va encore nous demander des choses qui coûtent cher, par exemple les voitures électriques, alors qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe. Et c'est pas complètement faux. Peut-être que moralement c'est choquant de dire ça, mais factuellement c'est pas complètement faux. Alors Evelyne, on va poursuivre évidemment ce débat avec vous tous. Peut-être nous expliquer
expliquer qu'on a quand même des petits gestes au quotidien qui peuvent aider quand même la planète, ou plutôt nous, à survivre dans des conditions qui sont de plus en plus extrêmes. Comment oublier la canicule effroyable de 2003 qui a fait plus de 5000 morts en Île-de-France, 3 fois plus au niveau national? Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter cette vague de chaleur inédite? Eh bien, réponse dans le grand dossier. Restez avec nous. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Canicule record, a-t-on tiré les leçons de 2003 ?» Comment oublier cette canicule effroyable qui a fait plus de 15 000 morts, 5 000 en Île-de-France et 3 fois plus au niveau national. Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter cette vague de chaleur inédite? C'est ce que nous verrons avec Delphine Batho qui nous a rejoint. Bonsoir, ancienne ministre de l'écologie, députée Génération Écologie des Deux-Sèvres. Evelyne Delia, chef du service météo de TF1 LCI, nous montrera, graphique à l'appui, que cette vague de chaleur due au dérèglement climatique rend les canicules plus intenses, plus fréquentes depuis 1947. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, on vous le disait, conséquence directe de cette vague de chaleur inédite qui s'abat sur la France. 16 départements vont donc basculer demain matin en vigilance rouge. Toute l'Île-de-France est concernée, ainsi que le Cher, le Loiret, l'Indre, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Aube, Lyon et la Vienne. Mardi, donc demain, sera la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire, avec des températures minimales comprises entre 20 et 24 degrés, avec des maximales atteignant 36 à 40 degrés, voire 41. Cette nouvelle affaire qui ravive les tensions entre Paris et Alger, le journaliste sportif Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie, une condamnation pour apologie du terrorisme. Il est soupçonné d'avoir échangé avec un responsable d'un club de football qui serait lié au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, organisation qualifiée de terroriste par les autorités algériennes. Le journaliste qui collabore avec les magazines SoFoot et Society va faire appel de cette décision. Au Proche-Orient, Donald Trump veut croire au cessez-le-feu pour 7 semaines à Gaza. Il s'accroche à cet espoir. Regardez, c'est ce qu'il écrit sur son réseau social. Concluez l'accord avec Gaza, récupérez les otages. En attendant, une puissante série de frappes israéliennes est en cours dans l'enclave palestinienne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Canicule record, a-t-on tiré les leçons de 2003 ?» avec Evelyne Delia, chef du service météo de TF1 LCI, Guillaume Roquette qui dirige la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, et Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, députée Génération Écologie des Deux-Sèvres. Comment oublier, on vous le disait, la canicule effroyable de 2003 qui a fait plus de 15 000 morts en France. Sommes-nous prêts à affronter de nouveau une vague de chaleur inédite? C'est ce que nous allons voir. Mais regardez d'abord, la France étouffe, on l'a dit, mais elle n'est pas la seule à être écrasée par la chaleur. Toute l'Europe est concernée. Evelyne, on parlait du dôme de chaleur tout à l'heure. On en voit les conséquences sur l'Europe entière. Absolument, et ça se voyait très bien d'ailleurs sur ce dôme de chaleur qui remonte quasiment jusqu'à l'Angleterre et avec... En Espagne, notamment, des températures largement supérieures aux 40 degrés. Et le problème, c'est que ça continue pendant plusieurs jours. Et vous parliez de la canicule de 2003. À l'époque, et c'est à partir de cette canicule que Météo France a émis ces cartes de vigilance, parce que on avait commencé les cartes de vigilance à partir des tempêtes des 26 et 27 décembre 99, mais les vigilances canicules n'existaient pas. 2003, 2004, et je dois dire fort heureusement, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des milliers de victimes, parce qu'on n'avait pas la notion du risque, du risque que cela comportait. Guillaume ? Oui, alors, juste une précision.
sur ce chiffre de 15 000 morts, cette canicule, elle a duré 10 jours au mois d'août. Et c'est vrai que ça a été terrible et beaucoup de gens qui nous regardent connaissent dans leur entourage des gens qui ont été victimes de cette canicule. C'est pas pour relativiser, c'est juste pour contextualiser. Quand, un an plus tard, on a eu les statistiques définitives de la mortalité en France, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas eu plus de morts cette année-là que les années précédentes. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient affaiblis pour des raisons de grand âge ou des raisons de santé, et qui auraient dû mourir, pardon de parler comme ça, entre le mois d'août et le mois de décembre, eh ben, ces personnes-là, elles sont mortes à ce moment-là. Ça voulait pas dire qu'il fallait pas faire quelque chose, parce que bien sûr, même quelques mois d'espérance de vie, ça a une valeur, rien n'a plus de valeur que la vie, mais je voulais simplement préciser ça parce que sinon, comme les souvenirs sont un peu lointains, on se dit, c'est terrible, il y a eu comme ça 13 000 morts, ça pouvait toucher n'importe qui. En fait, pas complètement. C'était des gens qui, entre guillemets, étaient proches de leur fin de vie. On va y revenir, parce que je vois, Delphine Batho, que vous avez envie de réagir, et on va s'arrêter évidemment sur ce dossier en rappelant précisément ce qui s'est passé. C'est important. Jean-Louis Etienne, sur la vague de chaleur qui touche toute l'Europe, sachez que la mer Méditerranée a enregistré hier une température record pour un mois de juin. C'est aussi l'effet de cette canicule. Ah mais naturellement. Vous allez voir les phénomènes Cévenol qui vont arriver en octobre prochain. Si vous voulez, les phénomènes Cévenol, c'est très ancien, ça a toujours existé. La Méditerranée, elle est plus chaude à la fin de l'été. Et quand arrive septembre-octobre, il y a les vents de sud-est qui commencent à pousser. Cette évaporation est amenée vers les Cévennes. Donc ça monte en altitude, ça se refroidit, ça précipite et ça revient. Donc c'est un circuit d'eau, en fait, qui part de l'évaporation de la Méditerranée. Et la chaleur, l'excès de chaleur de la Méditerranée va produire davantage d'humidité et puis va accélérer ce phénomène Cévenol dont on voit régulièrement des inondations colossales, quoi. On parle de Médicane maintenant, Méditerranée, hurricane. Alors on n'en est pas évidemment au cyclone, parce que pour qu'un cyclone se produise, il faut que la température de la mer soit de 26 degrés, mais sur une grande profondeur. Fort heureusement, on n'y est pas. Mais c'est vrai, hier, la Méditerranée est 29 degrés, et ce n'est, nous ne sommes que fin juin, début juillet. Ça ne veut pas dire qu'après, nous aurons forcément un été extrêmement chaud, quoique Météo France dit à 60%, on risque d'avoir des températures supérieures à la normale pour cet été. Alors cette vague de chaleur, on le disait, est due au dérèglement climatique. Elle rend les canicules plus intenses, plus fréquentes. Écoutons la ministre de l'écologie aujourd'hui. Cette vague de chaleur, elle s'inscrit dans, le dérèglement climatique. Et il faut se préparer à faire face à ce type d'épisode de chaleur dont l'impact, l'intensité, la durée va probablement devenir le quotidien des Françaises et des Français dans les années qui viennent. Alors allons plus loin avec vous, Evelyne, de nouveau devant le grand écran graphique à l'appui. La France vit sa 50e vague de chaleur depuis 1947. On va regarder ensemble l'évolution du nombre de vagues de chaleur depuis cette année. En préparant cette émission, vous m'avez dit 47, c'était une canicule. C'était une canicule, mais... Pour le vin, c'était très voilà, il paraît que c'est une excellente année pour le vin avec la chaleur 1947, une année exceptionnelle. Alors, plus sérieusement, voilà. C'est important, mais exactement. On voit que les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents. À partir des années 80, et c'est là où on s'est aperçu d'ailleurs de la montée exponentielle des températures, mais aussi du CO2. Parallèlement, ces deux courbes sont très rapidement montées et de façon parallèle. Et donc là, on s'aperçoit avec que les années chaudes, les printemps et notamment ces canicules sont de plus en plus fréquentes et se rapprochent donc des événements de plus en plus fréquents et surtout aussi de plus en plus puissants. Alors vous nous avez dit que on parle de canicule, de vague de chaleur, quand on a un épisode de moins 3 jours consécutifs. Voilà. Alors, effectivement, ça n'est pas exactement la même chose au nord qu'au sud. Là, on a des températures pratiquement sur tout le territoire. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel, avec 84 départements, dont 16 en canicule rouge, en vigilance rouge. Mais c'est vrai que ces 3 jours consécutifs, jour et nuit, avec des températures qui ne descendent pas en dessous d'un certain niveau. Mais le niveau, bien évidemment, n'est pas le même au nord comme au sud. On supporte davantage la chaleur quand on est à Marseille que lorsque l'on est sur le nord du pays.
oui, mais là, on va avoir des températures quasiment similaires. Et ça veut dire que ce graphique de moyenne annuelle des canicules par décennie, c'est aussi l'autre indicateur qui montre que nous sommes au pied du mur face aux phénomènes extrêmes, canicules, sécheresse et puis inondations. Tout à fait, parce que c'est avec... Si vous voulez, le changement climatique, réchauffement climatique, on a de l'air de plus en plus chaud qui remonte et qui se bloque. Alors, on parle de dôme de chaleur, mais on peut parler aussi de ce dôme de chaleur à l'échelle planétaire. Et donc, c'est une accumulation de cet air chaud. Et dès qu'on dépasse un petit peu la moyenne de saison, eh ben, c'est très rapide et ça risque fort de l'être malheureusement de plus en plus. C'est très clair grâce à vous, Evelyne. Delphine Batho, que dit l'ancien ministre de l'écologie? Ça fait des années qu'on alerte. Maintenant, nous y sommes? Oui, et puis c'est pas que de maintenant, puisque y a une canicule dont on n'a pas parlé, c'est celle de l'année 2022, qui a fait 5000 morts en France, selon l'INSERM. Moi, ce qui me frappe depuis déjà la mi-juin, et puis particulièrement depuis vendredi, c'est que tout le monde a été prévenu, a cherché à regarder les informations sur les applications, à s'organiser, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire des enfants, est-ce qu'on a pris des nouvelles des grands-parents? Et il y en a un qui ne se prépare pas, c'est le gouvernement. Vendredi dernier, Météo France, il y a une déclaration de Météo France qui dit « Cette canicule présente des risques sérieux pour la santé pouvant entraîner la mort ». La cellule de crise, elle a été réunie dimanche soir, sans le Premier ministre. Donc en fait, moi ce qui me frappe, c'est l'improvisation. C'est que les mesures, par exemple, sur la circulation automobile auraient dû être prises beaucoup plus tôt. Dans mon département des Deux-Sèvres, dès vendredi, il y avait des discussions sur qu'est-ce qu'on fait pour l'école la semaine prochaine. Est-ce que les enfants vont être mieux à l'école ou est-ce qu'ils vont être mieux à la maison? Parce que la question se pose dans bien des situations. Donc moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce d'enfermement dans l'irréalité, de ne pas regarder en face le fait que le changement climatique, les enjeux écologiques, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de santé publique. Et en fait, pendant ce temps-là, le gouvernement, il est en train de faire la loi du plomb qui réautorise des pesticides. Il est en train de manœuvrer à l'échelle européenne pour remettre en cause l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2040, alors qu'on a une nécessité de transformer l'organisation de nos modes de vie pour pouvoir être capable de faire face à ces événements. C'est le cœur du sujet qu'on va aborder tout de suite. Vous parlez du gouvernement. En tout cas, il veut montrer qu'il est mobilisé sur la question. Écoutons le ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui a pris la parole il y a quelques minutes et qui affronte son premier dossier chaud, premier dossier sensible. Nous sommes sur le terrain pour s'assurer que l'ensemble des recommandations sont bien mises en place, les recommandations de pouvoir pas s'exposer pendant les pleines chaleurs, de pouvoir avoir des espaces, de pouvoir disposer d'espaces rafraîchissants, de pouvoir bien boire. Je dis à tous les résidents et d'une façon générale qu'il faut boire au moins un verre d'eau par heure pour bien s'hydrater. Et puis rappeler aussi l'absence de conduite à risque, la pratique d'un sport pendant les forte chaleur. Alors, le gouvernement veut montrer qu'il est mobilisé, qu'il est prêt à agir, contrairement à ce qui s'est passé en 2003. Accueillons Christophe Prudhomme qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci, docteur, d'être avec nous dans le grand dossier. Nous a rejoint également Jordan Olivier. Bonjour, bonsoir Jordan. La canicule 2003, dont on parle encore avec une mémoire très vive, c'est à ce jour la canicule la plus sévère jamais enregistrée en France. Oui, cette canicule 2003 restera gravée dans les mémoires, comme la canicule, en tout cas... Durée. Pas par la température, pardon, excusez-moi. Non, pas par sa durée. L'été le plus chaud, en tout cas, jamais enregistré en France métropolitaine depuis le relevé des mesures de 1947. Dès le mois de juin, une chaleur écrasante s'abat sur le pays. Mais c'est véritablement au mois d'août que Météo France constate des températures
hors norme. Regardez cette carte, 39,8 degrés à Mâcon le 13 août, mais surtout 42,6 degrés à Orange la veille. Pendant 16 jours, entre le 2 et le 17 août, la France suffoque en pleine période de vacances scolaires. Cette vague de chaleur met le pays au ralenti, avec par exemple de grosses perturbations sur le réseau TGV en plein chassé-croisé estival. Mais ces désagréments finalement restent anecdotiques face à l'effroi qui s'installe. Très vite, les hôpitaux sont débordés. Chaque jour, le nombre de victimes liées à la chaleur augmente. Une cinquantaine, puis une centaine, plusieurs centaines, 5 000, 6 000, 7 000, pour atteindre le chiffre de 15 000 morts, essentiellement des personnes âgées, isolées. À l'époque, le gouvernement Raffarin est pointé du doigt, vivement critiqué. Une image d'ailleurs marquera les esprits, on va la redécouvrir ensemble. Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, en direct sur TF1 lors du 20h. Invité, il était en polo depuis sa maison dans le Var. Il répondait même aux questions de Thomas Hugues. Il réfute alors à ce moment tout défaut d'anticipation. Écoutez. Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Ce que nous avons fait dès le mois de juin, c'est que nous avons organisé beaucoup mieux que l'an dernier la réception des urgences. Nous avons coordonné au niveau de chacune des régions françaises et le nombre de lits fermés a été bien inférieur cet été à l'an dernier. Ce qui fait qu'en principe, nous étions dans une situation meilleure. 22 ans plus tard, cette canicule évidemment reste un traumatisme, une tragédie, comme le titrait d'ailleurs le Parisien de l'époque, édition du 14 août, donc 14 août 2003 évidemment. Alors l'événement a révélé de nombreuses failles et de nombreux dysfonctionnements. Qu'est-ce qui a changé depuis ? 3 grandes mesures ont émergé à ce moment-là suite à cette catastrophe. Le plan canicule a été lancé un an plus tard en 2004. Il vise à anticiper, informer et protéger les personnes et les populations vulnérables à risque. On recense les personnes justement vulnérables, on les contacte régulièrement, on prend de leurs nouvelles, on met en place également des lieux rafraîchis. Le plan bleu dédié aux maisons de retraite et aux EHPAD. Il impose notamment l'installation d'au moins une pièce climatisée dans chaque EHPAD et un protocole d'alerte en cas de forte chaleur. Et enfin, une journée de solidarité instaurée aussi en 2004. Elle permet de financer des actions pour l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans l'année, donc que l'on travaille dans le public ou bien dans le privé. Merci beaucoup Jordan. C'était très important de rappeler ce qui s'est passé mais il y a plus de 20 ans. Guillaume, est-ce que vous estimez qu'on a tiré les leçons de ce désastre ? Je dirais globalement oui. Globalement oui, parce que on a vu dans les épisodes de forte chaleur ultérieure que, en particulier dans les maisons de retraite, il y avait des réflexes qui avaient été acquis. Je pense qu'il y a aussi eu une prise de conscience des Français de se préoccuper de leurs proches, de leur famille qui étaient fragiles. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on dit la canicule, c'est la faute du gouvernement. Alors, le professeur Mattei, qui pourtant a été président de la Croix-Rouge, qui était vraiment un homme de bonne volonté, il a été brisé par cette histoire parce qu'on a dit il est en polo, c'est sa faute ce qui se passe. Il semblait un peu déconnecté de la réalité. Oui, mais on est déconnecté parce que cette réalité, elle nous déconnecte. Moi, je vais vous dire, quand j'entends le ministre de la Santé, là, qui dit « buvez un verre d'eau par heure ». Merci, monsieur le ministre. Je ne sais pas ce que vous coûtez à la République, mais si c'est pour nous dire ça, et nous dire qu'il ne faut pas faire de sport quand il fait chaud, oui, merci. Effectivement, on n'avait pas l'intention de courir un marathon. Je veux dire, les Français, ils sont aussi responsables. Et je sais que c'est le réflexe typique de notre pays. Dès qu'il y a un problème, on dit « c'est la faute de l'État ». Il me semble que, malheureusement, ce phénomène qui est grave, il nous dépasse tous. Après, le service public doit prendre sa responsabilité. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Mais si, moi, voilà, entre ce que disait M. Mattei et ce que dit le ministre aujourd'hui, rien n'a changé. Si ce n'est que ça s'est aggravé. On a 70 000 lits en moins dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on est en incapacité, on est en plan blanc toute l'année. On est en incapacité aujourd'hui d'encaisser aux urgences une augmentation d'activité de 5%. Or, on va avoir cette augmentation d'activité. Et nous, aujourd'hui, on compte les morts évitables. C'est-à-dire les gens qui restent sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lit. C'est les gens qui vont mourir sur des brancards. Et ça, c'est des morts évitables. Et ça s'est aggravé depuis 2003. Et donc, vous voyez, moi, je n'accepte pas ces discours. On est dans une situation, en 2003, on n'avait pas suffisamment de moyens dans les hôpitaux et les urgences. Aujourd'hui, on en a encore moins. C'est-à-dire qu'on n'a tiré aucun bilan de la crise de 2003, aucun bilan de la crise Covid. Et nous, à l'hôpital, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire. Et
la manière dont on traite les personnes qui arrivent, parce que voilà, il y a des pathologies qui décompensent, parce que quand il fait chaud, c'est pas simplement l'hyperthermie, c'est quand on a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, eh bien la chaleur fait que on peut avoir besoin de soins à l'hôpital. Et on n'a pas de lit, et on n'a pas assez de personnel. On a déjà des hôpitaux qui ont fermé des lits pour que le personnel puisse pas partir en vacances, parce qu'on n'a aucune réserve de personnel aujourd'hui. Et ça, on va en parler de l'hôpital. On est là pour ça. Politique qui n'a pas été traitée. On échange, on a le temps. Guillaume Roquette et ensuite Delphine Batho et Jean-Louis Etienne. Vous avez raison, c'est aussi une question politique. Et pour être tout à fait exhaustif, il faut quand même dire que vous appartenez à la France Insoumise et à la CGT. Donc vous avez aussi un discours qui est militant. C'est votre droit. Mais je pense que dire c'est un problème de moyens, on n'a jamais assez de moyens. Le nombre de lits en France par rapport aux autres pays, c'est des sujets sur lesquels on peut réfléchir, mais peut-être que ces lits sont mal utilisés. Peut-être que le système hospitalier français, il est beaucoup trop rigide. Mais dire c'est la faute du gouvernement, je pense que c'est un peu facile. On a déjà eu ce débat au moment du Covid. Et il me semble qu'on est dans le multifactoriel. Et que, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qu'on pourrait améliorer, mais est-ce qu'il faut en permanence des lits qui coûtent, on le sait, un argent considérable à la collectivité, parce qu'il y a des moments où ces lits seraient soigner utiles. Les gens, ça coûte. Oui, ça, c'est clair. Mais les gens, si on n'a pas d'argent pour soigner les gens... L'ancien ministre de l'écologie et député va peut-être nous répondre. Est-ce que c'est uniquement une question de moyens ? Plusieurs choses. D'abord, dans la conscience collective de la canicule de 2003, c'est essentiellement la question des personnes vulnérables, des personnes âgées, des jeunes enfants. Et là, pour que chacun comprenne, quand il y a alerte rouge demain, ça veut dire que toute personne peut être sujette à des malaises et à des effets de la canicule sur sa santé. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a un énorme sujet sur l'hôpital public. Depuis le Covid, les choses n'ont pas été réglées. Mais le problème, c'est d'empêcher que les gens soient conduits à aller à l'hôpital. Donc de protéger les gens de la chaleur. Et là-dessus, il y a une responsabilité du gouvernement parce que les données scientifiques sur l'impact du changement climatique, elles sont claires et limpides depuis longtemps et que la France a pris un plan d'adaptation au changement climatique qui est indigent et que le gouvernement actuel, pour prendre un seul exemple, les écoles, les enfants dans les écoles, le fait d'avoir des pièces réfrigérées dans les écoles ou de faire des travaux d'isolation de l'école, de faire de la ventilation par la géothermie, des puits canadiens, ce que vous voulez, en évitant la clim parce que c'est polluant et ça aggrave le changement climatique. Le gouvernement a supprimé 1 milliard d'euros sur le fonds vert. Le fonds vert, c'est ce qui permet aux municipalités, aux collectivités locales de faire les travaux dans les écoles pour les adapter au changement climatique. Et ça aurait évité la fermeture de 200 écoles partielles ou complètes. Après, il y a un débat de rapidité des travaux. Mais il y a la nécessité d'intégrer le besoin d'organiser le rafraîchissement. Donc c'est toute une transformation de l'urbanisme, de l'organisation des villes et de commencer par les bâtiments publics. Si on regarde au-delà de nos frontières, et je persiste et je signe, le gouvernement a fait preuve d'imprévoyance et d'impréparation dans ce qui se passe depuis la mi-juin. Activer la cellule de crise le dimanche soir, alors que les données de Météo France sont claires depuis le vendredi matin, c'est pas normal et c'est pas sérieux en termes de gestion de crise. Et ça montre, je vois réagir aussi. Ça montre qu'il est pris au dépourvu en fait, qu'il n'a pas pris au sérieux les enjeux du changement climatique, ni dans des décisions lourdes, je prenais l'exemple du long terme, ni même dans la gestion de crise, parce que quand on est dans une situation comme celle-là, les messages adressés dès le vendredi soir, dès le samedi, dès le dimanche, la question des employeurs, la question des salariés. Normalement, un salarié ne doit pas faire du travail physique au-dessus de 28 degrés Celsius. Normalement, on ne peut même pas faire de travail de bureau au-delà de 30 degrés. Donc il y a des choses à organiser, et là, tout va se faire dans l'urgence et dans la débrouillardise. Et merci à toutes celles et ceux qui sont sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises, et qui vont faire au mieux avec les moyens du bord. Jean-Louis Etienne. On est un pays qui ne climatise pas. Je voyage beaucoup. Il y a beaucoup de pays qui sont... C'est naturel de climatiser. Vous allez en Asie, tout est climatisé, même si c'est des gens qui n'ont pas des moyens colossaux. Donc, il y a une préparation à laquelle on n'est pas du tout... On n'est pas un pays qui climatise. Vous ne voyez pas ça, donc c'est quelque chose. Je ne rentrerai pas dans le duel politique, je dirais simplement aux gens qui nous écoutent, prenez des brumisateurs. Oui, il faut aller au résultat, là. Hein. Oui. Donc des brumisateurs, ça marche très bien.
On n'est pas obligé d'acheter des brumisateurs avec une eau de grande qualité. Ça marche très bien, c'est la première chose. Si vous avez un ventilateur, le soir, vous allongez, vous mettez un drap, quelque chose que vous humidifiez. C'est la meilleure façon pour enlever l'excès de chaleur. Enfin, il faut faire de... Non, mais il y a des gestes à faire. Mais est-ce que vous estimez qu'on a tiré les leçons, sans tomber dans le débat politique, mais de 2003, on a appris... Écoute, en matière de consommation énergétique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le réchauffement climatique, c'est un excès d'émissions. Voilà. On fait beaucoup de choses aujourd'hui pour limiter les émissions quand il fait froid. On n'est pas du tout préparé, je dirais, individuellement. La question du confort d'été, elle n'est pas du tout intégrée. Le confort d'été, mais ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle, je vois là dans les bureaux, en plus, moi j'ai des bureaux qui sont à côté, là, tout est vitré, on habite dans des serres, et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut mettre des rideaux très, très, très compacts, parce qu'il y a un moyen de renverser... il faut modifier l'architecture, le mode de vie, oui, mais le vestimentaire, je suis 100% d'accord avec vous, mais les gens qui nous écoutent, ils peuvent aussi... aller chercher un truc, si vous voulez, qui permet de réfléchir en blanc, si on met du blanc. L'ouverture de survie, c'est le plus efficace. Guillaume Roquette. Non, dans le bureau, quoi. Oui, dans la maison. À l'extérieur de la fenêtre. Guillaume. Là, on a vraiment, je pense, un point d'accord. C'est-à-dire qu'il faut changer les règles architecturales, la façon dont nos villes sont organisées. On voit bien qu'il y a la place des arbres, par exemple. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, comme je ne voudrais pas rester trop longtemps dans le consensus, parce que sinon, on risque de s'ennuyer, je ne suis pas complètement d'accord avec Delphine Batho sur la climatisation. Pourquoi ? Parce qu'en France, il se trouve que l'essentiel de notre production électrique, elle est nucléaire. Et l'été, on a moins besoin d'énergie électrique. Pourquoi ? Parce que l'électricité, ça sert beaucoup à chauffer pendant l'hiver. Et que donc, de toute façon, cette électricité, elle est disponible, et comme elle est d'origine nucléaire, elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Et donc, moi, je pense qu'avoir davantage de climatisation dans un pays comme la France, ça apporterait un agrément supérieur à la... On va le poursuivre dans un instant parce qu'il nous reste 30 secondes avant de marquer une courte pause. On va, c'est promis, en parler. D'ailleurs, je précise que la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, a mis à l'arrêt son réacteur 1, le seul actif actuellement depuis hier soir à cause des fortes chaleurs. On parlera des hôpitaux. Ils sont prêts, assure Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé. Mais les médecins ne tiennent pas le même discours. Et on va vous entendre évidemment Christian Prudhomme dans un instant. À tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Canicule record ». A-t-on tiré les leçons de 2003 ? Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter cette vague de chaleur inédite ? Conséquence de ce mercure qui grimpe et qui s'affole, parfois au-dessus des 40 degrés. C'est ce qui nous attend demain. Je vous rappelle, 16 départements en vigilance rouge à partir de 6 heures. La centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, a mis à l'arrêt son réacteur 1, qui est le seul actif actuellement depuis hier soir. Les conditions climatiques de ces derniers jours ont entraîné une montée importante de la température de la Garonne, qui devrait atteindre 28 degrés ce lundi, a expliqué EDF dans un communiqué. Et en anticipation, l'unité de production numéro 1 de la centrale nucléaire EDF de Golfech a été mise à l'arrêt dimanche. Le réacteur 2 est actuellement à l'arrêt pour maintenance. Voilà l'une des conséquences de l'alerte canicule d'Delphine Batho. Oui, mais en fait, c'est toutes les infrastructures du pays qui sont concernées. Les trains, les réseaux de transport de l'électricité. Il n'y a pas un compartiment de ce qui nous est nécessaire pour vivre qui n'est pas affecté par le chaos climatique. Et ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, n'est que le début de ce qu'il va advenir dans les années prochaines. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est de reconnaître enfin que les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité sont des questions de sécurité nationale, sont des questions de santé publique, sont des questions de sécurité physique du pays et de la population. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette désinvolture, et même pire, le fait qu'on organise aujourd'hui des régressions
contre les politiques climatiques, contre, par exemple, le changement du modèle agricole. Actuellement, mes collègues sont en commission mixte paritaire sur la loi Duplon. Le sénateur Duplon, qui porte cette proposition de loi qui veut réautoriser les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et qui sont dangereux pour la santé humaine en France. Ce sénateur, il dit quoi ? Il dit que le changement climatique est bénéfique. Il dit que quand on parle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, on exagère. Autrement dit, il est climato-obscurantiste. Ce qui s'est emparé du paysage politique en France ces derniers mois, c'est une forme de trumpisme à la française. Eh bien, qu'est-ce que vous répondez à Guillaume Roquette qui vous disait avant la publicité que le nucléaire est une énergie propre ? Le nucléaire donne beaucoup moins de CO2 que les énergies fossiles. Moi, j'ai toujours été très claire sur le sujet. La priorité numéro 1 en matière de politique d'énergie, c'est les économies d'énergie. C'est l'isolement des logements. La priorité numéro 2, c'est de sortir des énergies fossiles. Et ensuite, en troisième, d'équilibrer le mixte électrique. Mais je ne suis pas d'accord pour que ce soit, pour que le débat sur la canicule, si vous voulez, devienne un débat principalement sur le nucléaire. C'est malheureusement pas la seule question qui est posée. Et encore une fois, il faut prendre les choses dans l'ordre et dans l'ordre des priorités. Isoler les logements, c'est bon pour faire des économies d'énergie l'hiver. C'est aussi bon pour se protéger de la canicule l'été. Alors face à la canicule, les hôpitaux sont prêts, assure la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Les hôpitaux sont prêts, les plans sont en place, de façon à ce qu'on réponde aux besoins de la population. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur Christophe Prudhomme ? Non, en total désaccord. Les hôpitaux ne sont pas prêts. Tout au long de l'année, sur vos plateaux, sont venus des gens pour expliquer qu'il y avait une crise à l'hôpital, qu'on déclenchait les plans blancs dès qu'il y avait la moindre épidémie de grippe, de bronchiolite. Voilà, on est à l'os aujourd'hui. On a une population qui vieillit. Et on nous dit, on va tout gérer en ambulatoire. C'est-à-dire, on supprime des lits. Mais quand une personne âgée vient, âgée ou pas forcément âgée, vous savez, c'est à partir de 50 ans, quand on a des maladies chroniques, qu'on est particulièrement sensible à ces périodes de forte chaleur. Eh bien, quand on vient à l'hôpital parce que on a une difficulté qui est liée à la chaleur, sur son insuffisance cardiaque, sur son insuffisance respiratoire, sur une décompensation de son diabète, on a besoin d'être hospitalisé dans un lit. Et ces lits, on les a plus. Entre 2003 et aujourd'hui, 70 000 lits ont été fermés. On en ferme tous les jours. Là, je rentre de Tulle, où le directeur vient d'annoncer, il ferme 63 lits dans l'hôpital, à Tulle, et il nous dit, pour des raisons financières, il ne sait pas s'il va les rouvrir à la rentrée. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On a de moins en moins de médecins qui font de moins en moins de visites à domicile. Comment vous voulez garder des gens à domicile alors que les médecins ne se rendent plus à domicile ? On a besoin de réformer notre système de santé. Ça doit être le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire. On est aujourd'hui sur des débats, vous voyez, sur la liberté d'installation, etc., qui ne correspondent pas à la réalité. On a besoin de centres de santé avec des médecins salariés. On a besoin d'hôpitaux de proximité. On ferme les hôpitaux aujourd'hui. Il n'y a plus de services d'urgence. Mais cette réforme, est-ce que c'est une question de moyens ou de réorganisation ? C'est une question de choix politique. Oui, d'organisation et de moyens. Il faudra sûrement plus de moyens dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce que la population vieillit, on fait des progrès médicaux et surtout on a été mis à la diète depuis 20 ans à l'hôpital. Et là, qu'est-ce que nous explique M. Bayrou ? Il le clame sur tous les médias. Il va falloir faire 20 milliards d'économies. Mais comment faire 20 milliards d'économies alors qu'on est déjà à l'os ? C'est une politique qui est mortifère. Je le répète. On compte les morts évitables. Les morts évitables. Vous voyez, quand une personne est sur un brancard par manque de lit, c'est une surmortalité de 20%. 20% de surmortalité. Vous voyez, et ça ne touche pas que les personnes âgées. On manque tellement de lits de réanimation néonatale en France, on a tellement fermé de maternités que nous sommes dans le queue de peloton des pays européens. Si nous avions les mêmes indicateurs de santé publique que la Finlande, il y aurait 1200 bébés qui ne mourraient pas chaque année en France. Pourquoi Guillaume Roquette, vous êtes dubitatif face à ce constat réalisé par Christophe Prudhomme ? Ça va être le service public et on arrête avec ces cliniques privées, Orpea, tout ça. On interdit le secteur privé. Mais on interdit le secteur privé. Dans la santé, c'est pas un business, la santé, c'est pas un commerce. C'est pour ça, docteur, que je suis un peu gêné parce que vous êtes à la fois un expert, c'est une évidence, et vous êtes un médecin urgentiste respecté, mais voilà, vous avez aussi une vision politique. Et votre vision politique, c'est de dire on interdit le privé et on nationalise tout. Et moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Quand on regarde les choses froidement, on s'aperçoit que l'argent qui est dépensé pour l'hôpital en France n'est pas moindre, à population équivalente, à ce qu'il y a dans des pays comparables comme l'Allemagne. Je pense que
encore une fois, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas rouvrir des lits, je ne suis pas suffisamment expert pour le savoir. En revanche, ce que je sais, c'est que l'hôpital français, il coûte aussi très cher par ses rigidités. Vous avez une fonction publique hospitalière avec des gens qui sont extrêmement dévoués, mais une organisation administrative avec un très grand nombre de pesanteurs. Les praticiens hospitaliers vous le disent. Donc, moi, je veux bien qu'on ouvre le dossier, mais je pense que la réponse, elle n'est pas simpliste. Elle ne consiste pas simplement à dire il n'y a qu'à tout nationaliser et ça ira mieux. C'est pas nationaliser. Je veux juste une incise. Si on faisait un référendum aujourd'hui, on parle beaucoup de référendum, avec une seule question, est-ce qu'on supprime les activités privées lucratives dans le domaine de la santé? Je pense qu'on gagne le référendum. Parce que les cliniques privées qui aujourd'hui font du business, vous font payer la chambre seule, un tarif monstrueux, les dépassements d'honoraires, etc. Ça suffit, les gens n'en peuvent plus. Ça, c'est quand même la réalité. Jean-Louis Etienne, je voudrais vous entendre aussi sur cette France qui est forcée de s'adapter. Quel levier faudrait-il actionner? Non, je ne vais pas intervenir. Non, pas sur l'hôpital. Les spécialistes de la politique. Moi, il reste 2 minutes, même pas. Oui. Moi, j'ai les gens qui nous écoutent. Je dirais, rafraîchissez-vous. On est à la limite de la température centrale du corps. Quand l'ambiance dépasse 37, on est en difficulté. La seule façon, c'est de perdre de la chaleur. Ceux qui sont en difficulté, il faut s'évaporer, c'est tout. Je dirais, je préfère intervenir sur des choses sur lesquelles les gens peuvent nous écouter. Brumez-vous, mettez des textiles humides, allez sur des ventilateurs. Il faut faire passer cette période d'urgence. Et c'est ça qui est important pour le moment. Delphine Batho. Moi, je souhaite une loi de programmation pour l'adaptation au changement climatique et la résilience. Je propose la création d'un ministère de la résilience et de la sécurité civile parce qu'en fait, on a une récurrence d'événements extrêmes. On peut prendre le cyclone à Mayotte. Aujourd'hui, c'est la canicule, les orages qui se cassent tout, les inondations, qui comprennent que tout ça sont désormais maintenant des enjeux régaliens. Donc il y a on a aujourd'hui, par exemple, si on prend le domaine de l'urbanisme, si on prend le domaine de la santé, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Le problème, c'est d'avoir une mobilisation générale du pays, des collectivités territoriales et de l'État pour le réussir. Et effectivement, ça implique des choix politiques et des choix budgétaires. Merci à tous d'avoir participé à ce grand dossier.